Bon, BFM Business a essayé d'expliquer Karl Marx. Je crois que c'est le pire documentaire que j'ai jamais vu sur Marx. Donc on va se regarder ça, vous allez voir, c'est marrant. Sincèrement, vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts du tout. Hein. Seule l'Angleterre libérale tolère sa présence sur son territoire. Il choisit la ville de Londres pour vivre son exil. Nous sommes en 1849. Cet homme, c'est Karl Marx. Étonnamment, ce penseur incroyablement dangereux peut peut-être nous aider à comprendre le marasme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ce penseur incroyablement dangereux. On voit déjà qu'il y a une démarche de classe, ils ont compris d'où il parlait, que c'était dangereux pour eux. Hein. Karl Marx est surtout connu pour être le père du communisme. Mais vous seriez surpris d'apprendre que la plupart de ses écrits traitent du capitalisme. Aujourd'hui, Il n'y a rien qui va. Vous serez surpris de voir que la plupart de ses écrits traitent du capitalisme. Et évidemment, il critique le capitalisme pour passer au communisme. ses idées sur le sujet commencent à trouver un écho au cœur même des affaires internationales. Son analyse est assez exacte et explique en grande partie l'état de l'économie actuelle. L'argument principal de Marx contre le capitalisme, c'est qu'il est fondamentalement injuste. Mais c'est tellement pas vrai, putain, l'argument de Marx contre le capitalisme, c'est pas qu'il est fondamentalement injuste, c'est pas un moralisme, il est pas là à dire « Ah, vilain, pas bien, capitalisme méchant ». Non mais les mecs, on voit déjà qu'ils ont rien capté. Alors je sais pas si c'est que c'est une traduction d'un documentaire américain, ça a l'air de l'être, et que c'est mal traduit, ou si c'est que de base les mecs disent ça, ce que je pense, parce que des ricains, je pense qu'ils comprennent rien de Marx, mais c'est incroyable déjà, il t'explique. Le mec est incroyablement dangereux, et le mec, sa critique serait morale. En gros, c'est l'abbé Pierre Marx pour eux, quoi. Et aujourd'hui, ces idées sur l'inégalité ont plus de résonance que jamais. Marx a instauré un sentiment d'urgence. Pour lui, les choses ne peuvent rester ce qu'elles sont indéfiniment. Ça va, il y a Zizek. Ça compense. Hein. Vous allez découvrir dans ce documentaire la vie et les théories révolutionnaires de trois hommes extraordinaires. John Maynard Keynes, Karl Marx et Friedrich Hayek. Nous, on mode Tous que Marx. ont vu le monde changer de façon spectaculaire et ont compris que le sort des nations reposait sur le pouvoir de l'argent. Mais ces trois hommes ont des idées radicalement différentes sur la façon d'exercer ce pouvoir. Aujourd'hui, les enjeux pourraient difficilement être plus importants. De tous les grands penseurs qui ont analysé le capitalisme, Marx a l'idée la plus radicale, s'en débarrasser. Déjà là ils mettent ils ont pas les mêmes avis sur comment gérer l'argent dans le capitalisme, le pouvoir de l'argent et tout, mais je déteste quand on présente le marxisme ou le communisme comme étant un truc qui est un peu spéculatif, un peu genre on prescrirait la bonne société, faudrait utiliser l'argent comme ça. Non, c'est pas le cas, c'est pas ça. Marx il fait une critique du capitalisme, du mode de production, il dit que c'est une contradiction, que ça va amener soit à détruire l'homme, soit à détruire la terre, enfin voilà, que c'est un truc expansif, mais il dit pas c'est pas bien, faut faire ça avec l'argent, quoi. C'est pas du tout ça son propos. La musique c'est excellent, putain. En 1989, la réputation de Karl Marx vole en éclats. Pour la plupart d'entre nous, la chute du mur de Berlin marque la fin du marxisme. Des millions de personnes ont rejeté les horreurs Oh mais déjà, ils confondent marxistes et communistes, c'est insupportable. Il n'y a rien qui va dans ce documentaire, c'est ouf. d'un État policier violent et répressif. Et comme les pays communistes se réclamaient de Marx, ses idées furent rejetées elles aussi. Marx a fini par être associé de façon indélébile au régime communiste, parce que ces derniers agissaient en son nom. Cette association était donc extrêmement prégnante. En fait, c'est plus eux qui se réclamaient de Marx que lui qui se réclamait d'eux. C'est plus les régimes socialistes qui se réclamaient de Marx que Marx qui se réclamait des régimes socialistes qu'on était à peu près entre 50 et 100 ans après lui, quoi. Bah, évidemment. Mais ces dernières années, quelque chose d'étrange est arrivé. C'est comme si la crise financière mondiale avait ramené Marx d'entre les morts. Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas ses idées sur le communisme, mais ses théories sur le capitalisme, qui pour lui étaient vouées à l'échec. Ses prédictions seraient-elles en train de se réaliser ? C'est tellement imprécis, c'est pas voué à l'échec, c'est juste que c'est mieux que le mode de production féodal, et puis après ça rentre en crise, enfin c'est pas juste nul, quoi. C'est incroyable, hein. Quand tout allait bien, Marx était le cadet de nos soucis.
Mais maintenant que le monde occidental est en crise, ces idées suscitent un regain d'intérêt au sein même de l'établissement économique. Oh, j'en peux plus, ça fait 2 minutes, j'en peux plus. Depuis un ancien économiste du FMI, Marx a raison sur certains points, notamment quand il dit que les inégalités de revenus peuvent être source de tension. Mais est-ce qu'il dit que les inégalités... Enfin, tout le monde le dit, ça. C'est pas Marx qui dit ça particulièrement. Évidemment que si t'as un mec qui gagne 100 fois plus, c'est source de tension. en passant par celui qui a vu la crise de 2008 arriver, Il a compris que dans certaines situations, le capitalisme et la mondialisation peuvent mener à la crise économique. sans oublier un économiste d'une des plus grandes banques du monde. Il est difficile de convaincre les habitants de Chelsea ou de Chelmsford que la pensée de Marx est pertinente, mais en réalité, elle vaut la peine qu'on s'y intéresse. L'idée principale de Marx est que le capitalisme est fondamentalement instable. Il a dit que nous irions de crise en crise et que la société deviendrait de plus en plus inégalitaire. Pour Marx, le monde est divisé entre les patrons et les travailleurs. Il pense que ces deux catégories... Non, le monde n'est pas divisé entre les patrons et les travailleurs. Non. Un travailleur, un mec qui est PDG de la SNCF, il n'est pas patron, et non, c'est pas Arlette Laguillet, Marx. seront toujours en désaccord et que cette lutte des classes est synonyme de crise. C'est pas la lutte Pour des classes, dégager des c'est bénéfices, rien qui les va. patrons donnent à leurs ouvriers le plus faible salaire possible. La crise survient quand les travailleurs n'ont pas assez d'argent pour acheter ce que les patrons essayent de leur vendre. Les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont semblé contredire cette théorie. Des années de croissance et de stabilité ont permis aux prolétaires d'obtenir une plus grande part du gâteau. Mais cette époque est révolue. Des années de croissance et de prospérité ont permis aux prolétaires d'obtenir une plus grande part du gâteau. Je pense que c'est tout à fait faux. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas une plus grande part. Par contre, vu qu'il y a beaucoup plus de biens qui sont produits, ils ont plus de biens, ils arrivent à avoir des meilleures conditions de vie, mais parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Mais je pense qu'ils ont une part de plus en plus petite. Hein. Quand on voit l'évolution entre les années 90 et aujourd'hui, où tu avais les milliardaires qui avaient genre 10% du PIB et maintenant qu'en ont 40, il n'y a rien qui va. Hein. Marx dirait que cette crise est due au fait que le citoyen lambda n'a pas assez d'argent à dépenser. Et pourquoi? Parce que les dernières décennies ont été marquées par une grande redistribution des richesses au profit du capital et au détriment du travailleur. Et pour Marx, il est impossible de faire machine arrière. Le capitalisme va provoquer des crises de plus en plus importantes, puis finira par imploser. Pour Marx, ce n'est pas compliqué. Les crises sont les manifestations des défauts fondamentaux du capitalisme, ou comme il les appelle, de ses contradictions. Sa solution à la crise, l'abolition On est d'accord, il ressemble à Einstein en indien, lui. du capitalisme. Afin de comprendre la vision marxiste de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons d'abord appréhender le monde actuel à travers les yeux de Marx. Putain, c'est un régal. Hein. C'est un régal. Le plus féroce critique du capitalisme est né à Trèves, une vraie ville de carte postale située au sud de l'Allemagne actuelle. Marx est un jeune homme dynamique et fougueux, aux cheveux hirsutes. On le surnommait le sanglier, ou le mort, en référence à son apparence physique. Ça va tellement les couilles. Il avait plein d'idées et adorait les débats. Après un verre ou deux, il aimait se livrer à des discussions philosophiques profondes sur la nature du Christ, le romantisme allemand et la politique. Au fil de ses études, Marx remarque que le monde est divisé entre ceux qui détiennent les moyens de production, les capitalistes, et ceux qui n'ont rien, les ouvriers. Pour lui, c'est la tension entre ces deux classes qui conditionne le fonctionnement de la société. La base de la pensée marxiste, c'est le matérialisme. Si on supprime la religion, l'idéologie, la politique, c'est le rapport de l'homme avec le matériel, son besoin de nourriture, d'avoir un toit au-dessus de la tête, qui détermine la plupart de ses interactions. Ouais, et puis même ça, c'est un peu bancal. Enfin, c'est pas que la religion a pas du tout de force, parce que la religion a de la force. On le voit d'ailleurs quand il y a des guerres de religion, des trucs comme ça, mais c'est que la religion elle-même, en fait, elle dépend aussi de rapports matériels. Tout est hyper biaisé dans ce documentaire. On voit que ça a été écrit par un mec qui connaît rien de Marx, quoi. Le gars, il a jamais lu une ligne, il a regardé sur Wikipédia, et puis ça doit être le mec qui a le compte même libertarien, je pense, qui a fait ce documentaire. Ce qu'il y a d'unique chez Marx, c'est qu'il ne considérait pas uniquement l'économie comme une sphère spéciale, mais comme le principe structurant de la totalité sociale. J'adore l'accent d'Isaac. Cette vision de l'économie et de la manière qu'elle a de façonner nos idéologies est aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque de Marx, si ce n'est plus qu'à son époque. Son accent.
Pour nous, il s'agit peut-être d'une économie moderne complexe dans laquelle nous avons tous à gagner ou à perdre. Mais pour les marxistes, rien n'a vraiment changé. Selon eux, la société est toujours largement divisée, avec d'un côté les prolétaires qui triment, et de l'autre les capitalistes, ou bourgeois, qui les exploitent et font tout pour gagner toujours plus d'argent. Putain, mais le montage, en plus, la musique et Dans tout, le monde quoi. de Marx, un capitaliste qui ne cherche pas à générer un maximum de profit sera forcément remplacé par un autre. Le système serait donc totalement voué à l'échec. Une idée qui est loin de faire l'unanimité. C'est pas qu'il est totalement voué à l'échec, c'est qu'il a des contradictions qui poussent à avoir de plus en plus d'exploitation de l'homme et de plus en plus d'exploitation de la terre. Et enfin, on peut aussi s'autodétruire, hein, c'est pas messianique le marxisme, mais voilà. Il se trompait sur toute la ligne quand il disait que le capitalisme n'était qu'une phase et qu'il portait en lui les germes de sa propre destruction. C'est faux. C'est bien, il nous dit que c'est faux, le mec. C'est faux. Tout est périssable, si on attend assez longtemps. Même la Terre finira par être absorbée par le Soleil. Et bien sûr, quand on parle de capitalisme, on sous-entend liberté individuelle et droit de propriété. Se pourrait-il qu'il disparaisse un jour? À certains endroits, c'est déjà le cas, donc la réponse est oui, probablement. Mais pour l'instant, je ne vois aucun signe de tout cela. On est en droit de penser que l'effondrement du capitalisme semble peu probable. Comment la recherche du profit pourrait être si désastreuse, alors qu'elle a permis tant de choses incroyables? Comment la recherche du profit peut-elle être si désastreuse alors qu'elle a promis tant de choses incroyables? Putain, tu vas dire ça aux pays du tiers-monde, tu vas dire ça aux victimes des guerres mondiales. C'est un délire, le truc. Hein. Il n'y a qu'à voir la façon dont le capitalisme nous nourrit. Nous pouvons manger des fruits frais venant des quatre coins du monde. Nous avons le choix entre des centaines et des centaines de céréales différentes. Ouais, il y a quand même 10 millions de personnes qui meurent chaque année de faim dans le système capitaliste alors qu'on produit largement assez, mais oui, oui. On voit en fait que ce documentaire il est fait avec une espèce d'inconscient de personnes qui parlent depuis sa sphère, je sais pas, qui vit à Londres ou à New York ou je sais pas où et qui se dit ah c'est vraiment bien le capitalisme et qui se dit pas qu'en fait, je sais pas, le Yémen aussi vit le capitalisme au fond. Et en fait, il n'y a pas New York d'un côté s'il n'y a pas l'exploitation du tiers-monde de l'autre côté, quoi. Enfin, c'est vraiment biaisé, mais c'est un délire. Hein. Nous ne manquons de rien, et tout est consommable sans risque. Ce ne sont pas au gouvernement que nous devons cette incroyable abondance et la technologie dont elle dépend, mais aux capitalistes et à leur course au profit. Merci les Ils n'ont pas agi capitalistes. dans notre intérêt, mais pour s'enrichir. C'est vraiment la main invisible. L'intérêt de chacun va faire le bien commun, quoi. À première vue, l'idée de Marx selon laquelle la recherche du profit causera la perte du capitalisme semble donc absurde. Le profit évoque souvent la vénalité. C'est un mot un peu fort. Mais ce que Marx n'a jamais compris, c'est que sans profit, il n'y a pas de progrès. La recherche du profit était Pourquoi sans profit, il n'y a pas de progrès? Enfin, il y a eu du progrès historique dans toute l'histoire avant le capitalisme quand il n'y avait pas encore de profit. Enfin, d'où ça sort, ça encore? Ah ouais, je sais pas, entre Lucie et puis Athènes, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du progrès quand même, quoi. essentiel. Après tout, c'est simplement un moyen de faire progresser la société par des gens qui essaient d'améliorer leurs propres conditions. Ouais, c'est la main invisible. En termes économiques, le marxisme n'est pas d'une grande utilité de nos jours, parce que Marx avait tort sur de nombreux points essentiels. Et sans fondation solide, toute construction finit par... C'est quoi son titre, lui? Je l'avais pas vu. Président de l'Institut Adam Smith. Ah oui, bah je pense que c'est un mec objectif. Hein. Je pense qu'il est super impartial, lui, sur le marxisme. nos jours, parce que Marx avait tort sur de nombreux points essentiels. Et sans fondation solide, toute construction finit par s'écrouler. Lorsqu'on voit à quel point la recherche du profit a façonné et enrichi notre planète, on comprend pourquoi Marx a perdu la cote. Mais nous aurions tort de le mettre à l'index. Certes, il parlait beaucoup de lutte des classes, de misère, de chaos. Mais il ne pensait pas que tout était à jeter dans le capitalisme. Loin de là. Ce bar à cocktail du quartier londonien de Soho abrite un passé révolutionnaire. Autrefois connu sous le nom de Red Lion Pub, c'est ici qu'en 1847, une réunion communiste clandestine dont la portée a traversé les âges a eu lieu. C'est au cours de cette réunion qu'il est confié à Karl Marx et à son acolyte Friedrich Engels la rédaction de l'un des pamphlets les plus incendiaires de tous les temps, le manifeste du Parti communiste. Engels rédige un certain nombre de versions, mais pour accélérer les choses, Marx décide de prendre le projet en main et met au point la version finale du texte. Le manifeste aurait très bien pu être rédigé en comité, mais il a été écrit par un seul homme,
Et c'est ça qui est beau. Si l'œuvre dégage une telle énergie, un tel brio et une telle passion, c'est parce que sa rédaction finale est le fruit du travail d'un seul et même auteur, Karl Mais c'est quoi ces bandeurs d'individualisme et tout? Pourquoi le manifeste serait plus beau parce qu'il est écrit juste par Marx? Enfin, c'est quoi cet argument? Il n'y a aucun argument là. Marx. L'œuvre est surtout connue pour son appel à la révolution, mais elle contient également des passages perspicaces et admiratifs sur le capitalisme. Non mais les mecs, vous allez pas me dire que s'ils ont retenu du marxisme, c'est juste le passage où Marx brosse un peu les bourgeois dans le sens du poil pour avoir dépassé la féodalité, quoi. C'est pas possible. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que dans cet essai à la gloire du communisme, on trouve beaucoup de bonnes analyses du capitalisme teintées d'une certaine admiration. L'attitude de Marx à l'égard du capitalisme est très ambiguë. Il en était très fasciné et ne s'en est jamais caché. Il était parfaitement conscient qu'il s'agissait du système le plus productif et le plus dynamique de l'histoire de l'humanité. Il était impressionné de voir à Je suis sûr qu'ils ont fait pareil Zizek pendant 4 heures pour retenir juste cette phrase-là. quel point le capitalisme était un moteur pour le progrès, capable de balayer les vieilles coutumes et traditions pour en créer de nouvelles. Et ce qui est intéressant, c'est que les marxistes modernes les plus brillants partagent ce sentiment. À vrai dire, Marx a bien compris que la recherche du profit permettrait de réaliser des choses incroyables. C'est elle qui la première a prouvé ce que peut accomplir l'activité humaine. Elle a créé bien plus encore que les pyramides d'Égypte, les aqueducs romains et les cathédrales gothiques. Oh les bandeurs de profit, l'enfer! L'enfer! Du jour au lendemain, les gens ont eu accès à des choses venant de l'autre bout du monde de façon totalement inédite. Et Marx a bien compris l'impact d'un tel bouleversement. Putain, les mecs, ils vendraient Poussés leur par le daronne. besoin Ils vendraient leur daronne pour un fruit du dragon venant de l'autre bout du monde en se disant que le profit c'est magnifique, hein. de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut pénétrer partout, s'établir partout, créer partout des moyens de communication. Elle crée un monde à son image. Mais il y a un inconvénient. La société bourgeoise moderne ressemble au sorcier qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées. Dès lors, la bourgeoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables. Si Marx trouve le capitalisme si brillant, pourquoi pense-t-il qu'il soit voué à l'échec? La réponse réside dans la façon dont le capitalisme traite les travailleurs. Mais non, mais pas du tout. C'est pas parce ils vont dire que oui, mais Marx dit que bon, d'accord, c'est productivisme et le capitalisme est méchant. Je suis sûr qu'ils vont dire ça. Mais c'est pas du tout ça le truc. C'est que là, justement, chez Marx, la recherche du profit, bah, il y a une contradiction. C'est de la dialectique, quoi. Ça fait à la fois produire plus, mais à la fois de plus en plus, ça crée la crise. Ça pousse à la crise, quoi. Parce que ça augmente le capital mort, quoi. Oh. Pour comprendre son analyse des crises, nous devons d'abord appréhender le capitalisme au travers de son regard. Les capitalistes du 19e siècle ont peut-être créé bien plus encore que les pyramides d'Égypte, mais ils ont également obligé leur main-d'œuvre à endurer de terribles conditions de travail et des salaires de misère. On peut surestimer l'horreur de l'industrialisation européenne. Par exemple, en 1829 à Liverpool, l'espérance de vie était de 28 ans. Jamais elle n'avait été aussi basse depuis la peste noire. La révolution industrielle a Non, donc... mais c'est au mérite, hein. Je veux dire, s'ils avaient fait des études aussi, ils seraient peut-être pas morts et ils seraient peut-être pas ouvriers, hein. S'ils avaient fait des études, voilà, ils pourraient accéder à un statut d'entrepreneur, voilà. La recherche du profit les pousserait à aller de mieux en mieux. eu un impact désastreux sur l'espérance de vie des grandes villes d'Europe, comme Hambourg, Berlin, Manchester, Liverpool, Birmingham et Londres. C'était une époque de changement révolutionnaire qui a eu des conséquences dévastatrices sur les conditions de vie de la classe ouvrière des années 1820 et 1830. Chez les historiens, Marx est considéré comme l'analyste prééminent du capitalisme du milieu du XIXe siècle. C'est le premier homme, et peut-être même le dernier, à avoir véritablement compris l'importance des rapports de production dans ce système capitaliste d'Europe occidentale du milieu du XIXe siècle. La question est de savoir si cette analyse est toujours pertinente aujourd'hui. Les déplorables conditions de travail de l'époque victorienne ont clairement façonné la pensée économique de Marx. À son époque, salaire minimum pour les prolétaires signifiait profit maximum pour les patrons.
Et ceux qui 100% ils vont dire qu'après, avec le Fordisme et tout, ça va aller de mieux en mieux, va y avoir plus de gains pour les ouvriers qui vont aller mieux. Et enfin, ça va être totalement en fait centré sur les pays du Nord, sans comprendre que ce boulot là des mecs dans les mines actuellement, c'est ce qui se passe en Afrique avec des gamins. Et que oui, il y a des boulots qui sont peut-être plus faciles en Europe, des boulots du tertiaire, parce que la consommation du mec occidental, elle repose sur la soumission et puis sur le prolétariat du Sud, quoi. C'est évident, mais eux, ils vont pas le voir. décidaient de mieux payer leur main-d'œuvre finissaient généralement par faire faillite. Dans le système marxiste, tout le monde a droit au minimum vital. Il s'agit d'une valeur flexible. Ce que nous considérons comme le minimum vital aujourd'hui ne correspond peut-être pas à ce que Marx avait en tête au milieu du 19e siècle. Mais quoi qu'il en soit... Le Marx, il est pas con, c'est typiquement un penseur dialecticien qui sait que ça évolue, le besoin et puis le minimum vital. Mais par contre, ce qu'ils disent là, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'il faut retenir quand même pour ceux qui découvrent le marxisme aujourd'hui, c'est que... Ce qui se passe, c'est pas que les patrons, que les capitalistes, que les bourgeois sont méchants. C'est pas qu'ils veulent à tout prix faire baisser les salaires des gens. C'est que s'ils les font pas baisser, ils font faillite. Parce qu'en fait, ils font de moins de marge et du coup, celui qui fait plus de marge en face, il arrive à leur faire faillite en vendant mieux ses marchandises, en les vendant moins cher. Et c'est ça tout le truc de la structure capitaliste, c'est que la structure capitaliste en elle-même, elle finit toujours par faire bénéficier en fait les mecs qui font le plus de profit, qui sont ceux qui traitent le moins bien leurs employés en gros, ou qui douillent le plus, quoi. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est pas moral, quoi. C'est pas qu'il y a des bourgeois qui sont méchants, non, c'est qu'en fait le bourgeois il est obligé d'exploiter le plus possible s'il veut pouvoir rester bourgeois. S'il est trop sympa, en fait il devient plus bourgeois et donc du coup il est remplacé par un bourgeois qui est plus dur, quoi. Ça c'est vraiment un truc à comprendre. Les salaires ne dépasseront jamais cette valeur. Il pensait qu'il y aurait toujours une pression à la baisse sur les salaires, qu'ils finiraient par être réduits au minimum vital, pas plus bas, sinon les travailleurs mourraient. Mais en réalité, ça a été le contraire. Les salaires n'ont pas cessé d'augmenter, d'année en année, de décennie en décennie. Et pourquoi ? Enfin, il parle de quel salaire là ? Je pense qu'il parle des salaires des pays du Nord, parce que ceux des pays du Sud, ils n'ont pas continué d'augmenter. En fait, l'exploitation, elle s'est aussi mondialisée. Marx se trompait. Il pensait que la situation dégénérait tellement que les travailleurs finiraient par renverser le système. Or, au moment même où il écrivait, les croire que l'histoire est finie, hein. Genre, ils savent que jamais les travailleurs vont renverser le système, hein. Les formateurs commençaient à se débarrasser des pires pratiques de l'emploi. Le capitalisme s'est plutôt adouci qu'endurci. Mais l'idée selon laquelle les intérêts divergents des patrons et des travailleurs déboucheraient sur des crises, elle, semble beaucoup plus pertinente. On est à l'aune d'une extinction de masse, de peut-être la 3e guerre mondiale. Le capitalisme s'adoucit, hein. Pour Marx, la raison dernière de toutes les véritables crises reste toujours la pauvreté et la limite imposée à la consommation des masses. Pour faire simple, si les travailleurs ne sont pas assez payés, ils n'auront pas assez d'argent à dépenser dans les magasins et l'économie s'effondrera. Pour certains, cette idée permet de bien comprendre la crise actuelle. En quoi les théories de Marx peuvent-elles expliquer le marasme dans lequel nous nous trouvons ? Pour le comprendre, regardons les 40 dernières années à travers le prisme marxiste. Sur Marx TV, une chaîne de télévision fictive, cette crise n'est autre qu'une bonne vieille lutte des classes à la mode des années 1970. Au cœur du conflit, les salaires. Les capitalistes veulent payer moins, les travailleurs gagner plus. Dans les années 1970, les puissants syndicats se sont battus pour le maintien des salaires. Mais dans les années 1980, les capitalistes décident de contre-attaquer. La musique, elle me fume, hein. Que Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont agi dans le seul intérêt des patrons capitalistes. Leurs gouvernements ont supprimé tous les obstacles visant à limiter les baisses de salaire pour le plus grand bonheur des entreprises. Ils vont nous expliquer que comme Thatcher, elle faisait les choses dans le but du profit, en fait, c'était dans le but aussi du progrès humain. Report for work within 48 hours, they have forfeited their jobs and will be terminated. Sur Marx TV, les capitalistes ont gagné dans les années 1980. Depuis, rien n'a pu les arrêter. La garantie d'un bon salaire et la sécurité de l'emploi dont les travailleurs ont pu bénéficier jusque dans les années 1970 ne sont plus qu'un souvenir. La pression sur les salaires a semé les graines de la crise que nous traversons actuellement. Et puis ils disent pas pourquoi aussi il y avait des bons salaires, pourquoi il y a eu plein de
plein d'avancées pendant les 30 Glorieuses aussi, hein, parce que évidemment il y a la destruction de la guerre, donc destruction du capital mort, donc remontée du taux de profit pour les plus marxistes d'entre nous, et puis il y a aussi la peur du rouge, hein, il y a la peur de l'URSS, et il y a la peur du fait d'avoir un système qui est trop dur par rapport à celui de l'URSS, et puis que les gens commencent à regarder à l'Est, quoi. Donc là ils le disent pas quand même, alors que ça a quand même un rapport avec le communisme, tout ça, hein, et les théories de Marx. C'est bien joli, mais quelle est la part de vérité là-dedans? Nous savons que la vision marxiste de l'histoire a raison sur un point, du moins en ce qui concerne la Grande-Bretagne et les États-Unis. Au cours des dernières années, les très hauts revenus n'ont cessé d'augmenter et tous les autres de diminuer. En Angleterre, les revenus réels n'ont pas évolué ou ont diminué pendant une bonne partie de la décennie qui a précédé la crise. Aux États-Unis, cette tendance dure depuis les années 1970. Aux États-Unis, le salaire médian des travailleurs à temps complet de sexe masculin stagne depuis un peu plus de 30 ans. Il n'a jamais augmenté. Aujourd'hui, les revenus des ménages sont les mêmes qu'il y a 15 ans. Seuls les plus hauts revenus ont augmenté. Ah, c'est bizarre ça. Comme c'est bizarre. Il y a 20 ans, la part de revenus des plus riches aux États-Unis était d'environ 12%, contre près de 23% aujourd'hui. Et encore, le truc est vieux aujourd'hui, je suis sûr que c'est 40%. Hein. Au Royaume-Uni, si les choses ne sont pas allées si loin, les inégalités vont néanmoins bon train. Mais ce n'est pas là une stratégie délibérée des cupides capitalistes. Nous devons admettre qu'il y a de plus grandes forces à l'œuvre. Ah, c'est pas leur faute. Premier coupable, les nouvelles technologies. C'est la faute à la technologie. Ils y peuvent rien, les capitalistes. C'est pas eux, ils font pas exprès. Hein. Ils s'enrichissent pas, ils exploitent pas. C'est la faute aux robots. Les machines remplacent progressivement le travail manuel. La faible demande en main-d'œuvre a accru la compétition sur le marché de l'emploi. Par conséquent, les patrons peuvent se permettre de proposer de plus bas salaires. Mais le facteur le plus significatif, c'est peut-être la mondialisation. Avec l'abaissement des barrières douanières, le monde des affaires internationales a eu accès à une gigantesque réserve de main-d'œuvre bon marché. Non mais entre parenthèses, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe des fois au discours sur la mondialisation, l'Europe. C'est intéressant, mais il faut pas garder faut garder en tête quand même qu'il y a des corps sociaux, qu'il y a la bourgeoisie, il y a des intérêts matériels de certains corps sociaux et que c'est ça qui fait la société, c'est ça qui fait l'histoire. Ce sont les hommes qui font l'histoire et ce sont c'est pas les individus en particulier qui font l'histoire, parce que les individus ils dépendent de leur corps social et de la vision de ce corps social, des intérêts matériels de ce corps social en gros. Et là, quand on dit ah bah c'est pas la faute des capitalistes, c'est pas la faute des bourgeois, c'est la faute de la mondialisation, on est en train de rejeter le bébé. Et c'est pour ça que tous les discours qui sont contre la mondialisation, qui sont contre l'Europe, faut demander pourquoi en fait. Contre l'Europe ou contre la bourgeoisie? Parce que moi je pense que l'Europe est l'outil de la bourgeoisie, mais je suis plutôt contre la bourgeoisie. Du coup en général on est plutôt contre l'UE, mais c'est pas juste l'UE en fait, c'est vraiment la bourgeoisie qui est derrière l'UE qu'on veut atteindre quoi. Des millions et des millions de nouveaux travailleurs ont fait leur arrivée sur le marché. En Chine, en Inde, dans d'autres régions d'Asie, dans des pays d'Amérique du Sud comme le Brésil. Et ce processus a transformé le rapport capital-travail à l'échelle planétaire. La concurrence mondiale a mis la pression sur certains métiers, en particulier ceux que l'on peut exercer à distance. Par exemple, un analyste peut très bien être basé aux Philippines ou à Bombay pour faire un travail qui coûterait beaucoup plus cher à New York. En quoi la mondialisation libérale et tout, c'est pas la faute du capitalisme enfin, évidemment, ces systèmes de concurrence et tout, ça a un rapport avec le capitalisme quand même. La main-d'œuvre des pays riches se retrouve en concurrence avec une armée de réserve de plusieurs milliards de travailleurs. Ils disent l'armée de réserve, on croirait chez Nio. Je pense que les pays émergents sont largement en faveur de cette nouvelle donne, parce qu'elle profite à presque tous. Dans les pays industrialisés, c'est moins évident. Ceux qui avaient un faible salaire se retrouvent avec des salaires encore plus bas par rapport à ceux qui ont prospéré. C'est ça le problème. Cette analyse trouve même écho chez le dirigeant de la plus grande puissance au monde. Long before the recession, jobs in manufacturing began leaving our shores. Technology made businesses more efficient, but also made some jobs obsolete. Folks at the top saw their incomes rise like never before. Mais les capitalistes, dans leur
dans leur tête, ils ont toujours cette image de la technologie qui a enlevé du travail et que ce serait pas bien, quoi. Mais en fait, le problème, c'est dans le système capitaliste, parce que dans un système socialiste, c'est mieux, en fait, qu'il y ait moins de travail à faire, parce qu'on se partage le travail, et s'il y a moins de travail à faire, l'homme est plus libre de son temps libre, quoi. But most hardworking Americans struggled with costs that were growing, paychecks that weren't, and personal debt that kept piling up. Pour Marx, la cause profonde de la crise actuelle, ce sont les faibles salaires. Même en mettant de côté toutes les questions de morale et de justice, en termes d'efficacité économique, cette distribution extrêmement inégale des revenus et des richesses, au détriment des travailleurs dont les salaires baissent et au profit du capital dont les bénéfices augmentent, eh bien cette distribution inégale a un impact négatif sur l'économie, parce qu'elle tend à réduire la demande agrégée. On voit quand même qu'ils parlent depuis les pays du Nord, encore une fois, parce que c'est ça. En fait, pour eux, si les pays émergents montent et que du coup les pays du Nord baissent, ils nous expliquent, du coup ça fait baisser les salaires, mais en fait ils voient jamais le capitalisme comme un système mondialisé. On peut pas analyser le capitalisme juste en analysant l'économie des pays du Nord, c'est totalement débile, quoi. En diminuant les revenus de ceux qui seraient enclins à dépenser plus. Vers la fin du XXe siècle, ce problème a pu être résolu. Temporairement, bien sûr. La solution ? La carte de crédit. Il y avait de plus en plus d'inégalités, de plus en plus d'inquiétudes. Et c'en était trop pour la population. Les démocraties sont très douées pour mettre la pression à leurs dirigeants politiques et les contraindre à venir en aide aux laissés-pour-compte. Selon moi, il aurait mieux valu se concentrer sur l'éducation et la formation. Au lieu de ça, on a opté pour une solution à plus court terme, le crédit. Grâce au crédit à la consommation, les gens peuvent continuer à dépenser, même s'ils n'ont pas d'argent. L'économie se maintient à flot et les capitalistes continuent à faire des profits. Comme nous le savons, c'est allé bien au-delà des cartes de crédit. Ce qui a précipité la crise, ce sont les milliards de crédits hypothécaires. Les gens pensaient que la valeur de l'immobilier ne cesserait jamais d'augmenter. Ce qu'il y a de magique avec les prêts immobiliers, c'est que si le prix de votre maison augmente et que votre emprunt a comme gage la valeur de votre bien, vous n'avez pas l'impression de vous endetter. Mais bien Il n'y a que eux qui pensaient que l'immobilier continuerait d'augmenter éternellement, hein. Bien sûr, c'est une illusion. Les Évidemment États-Unis sont que c'est une massivement illusion. touchés. Comme nous le savons, les capitalistes du pays devenaient de plus en plus riches. Ça en dit tellement long sur un putain d'inconscient de mecs teubés qui pensent que tout va toujours monter to the moon. Enfin, c'est les mêmes mecs où t'es tout en haut du bitcoin et puis ils pensent que ça va encore quintupler alors que ça a fait x200 avant, enfin. Mais pas question de dépenser leur trop plein d'argent. Plus que jamais à l'affût du profit, ils octroient des prêts de plus en plus risqués. Ces emprunts portent un nom bien familier, les subprimes. Oh, les subprimes. Les subprimes. Comme les revenus de la plupart des Américains stagnaient, voire déclinaient, on leur a dit « Ne vous faites pas de bile, continuez à dépenser comme si vos revenus allaient augmenter ». Et ils ont suivi ce conseil à la lettre. Qui allait s'y opposer? Les banques qui gagnaient de l'argent? Les ménages qui s'achetaient des maisons? Les politiciens dont la cote de popularité grimpait? Tout le monde y trouvait son compte, jusqu'à ce que tout s'effondre. Les subprimes, c'est l'étape finale de la solution à la dette face au manque de marché. En essayant d'échapper aux crises nées du manque de demande effective sur le marché, on finit par créer une crise du crédit à la place. Et l'étape finale de ce processus, ce sont les subprimes. Et nous savons tous comment ça s'est terminé. Avec le recul, ça semble évident. Prêter à des gens qui n'en ont pas les moyens est tout sauf une solution durable. L'éclatement de la bulle immobilière a mis en péril les plus grandes banques de la planète. Et notre monde est tellement interconnecté qu'au lieu de se confier aux seuls États-Unis, la crise s'est propagée et a infecté le système tout entier, causant une récession mondiale. Ils parlent plus trop de Marx, tu dis dans le chat, bah ouais, mais ils vont en reparler après, je crois, mais c'est moins pire en fait, quand ils parlent pas de Marx, c'est un peu moins pire, mais même si c'est quand même dit comme long sur leur vision du monde, et puis pareil, ils remettent jamais rien en cause, enfin... Bref, on continue. Le capital, quand il est confronté à un problème, il cherche généralement à le déplacer. Il le déplace vers un autre secteur ou une autre zone géographique. N'importe quelle région du monde en difficulté économique essaiera de se décharger sur une autre.
Xede Goudenov qui dit c'est le crédit qui permet la phase néolibérale et qui va la mettre en crise. L'inflation qu'on connaît aujourd'hui est due au crédit notamment. Bah oui, c'est exactement ça. Ils ont juste décalé le problème en fait, les mecs. De même, s'il y a un problème dans le système bancaire, on s'arrangera pour que ça devienne celui du gouvernement. C'est pour ça que la dette, c'est vraiment idéologique, parce que tout le monde sait que ça va pas être remboursé, la dette. C'est quasiment impossible que des pays remboursent 3 ans de PIB comme ça. Enfin, ça, à part foutre le pays à feu et à sang, ça se fera jamais, quoi. Et si c'est le gouvernement qui est en difficulté, il tentera d'extraire la richesse de la population à grand renfort de taxes et de politiques d'austérité. Voilà un récit extraordinaire que beaucoup auraient du mal à croire. Le marxisme ne fonctionne pas, mais comme c'est une belle histoire, on y revient sans cesse. Oh, le mec, il a la vie du doc, quoi, sur le marxisme. Le mec, c'est le doc ou c'est Ban et Sicard. Le marxisme ne fonctionne pas, mais le marxisme, c'est pas il n'y a pas un projet tout écrit... C'est pas, faut faire A, B, C, D, E, c'est une vision du monde, il y a à la fois une méthode, mais c'est un truc large, c'est un truc qui est flexible, c'est un truc qui comprend d'ailleurs le fait de pouvoir faire évoluer la théorie, c'est pas quelque chose de fixe, quoi. C'est insupportable les gars qui disent oui, le marxisme ne fonctionne pas, c'est prouvé, hein, parce que dans l'histoire, il y a eu tel pays, et tel pays ça a conduit au goulag, hein, donc le marxisme ne fonctionne pas. Les bas salaires n'ont joué aucun rôle dans la crise. Les responsables sont les gouvernements et les banques centrales qui ont inondé le marché avec des crédits et de l'argent bon marché. Tout ça parce que les politiciens n'acceptent pas que la récession économique mette des gens au chômage. Ça c'est vraiment l'économiste de base libéral. Le problème en fait, c'est les banques centrales et c'est les banques centrales et le gouvernement. C'est pas le problème du capitalisme, les crises. Le problème, c'est qu'il y a des gens dans les banques centrales et dans le gouvernement qui ont essayé de donner du crédit pour que des gens puissent acheter des maisons plutôt que de finir à la rue. Et lui, ce qu'il dit, le problème, c'est justement d'avoir fait ces crédits. On aurait mieux fait de rien faire et de laisser les mecs à la rue. C'est ce qu'on a fait en 1929, et puis ça a conduit à Hitler. Hein. Enfin, faut quand même s'en rendre compte. Quand on a laissé tout le monde crever dans les rues et qu'il y a eu une énorme crise du libéralisme, ça a conduit à Hitler, puis au néolibéralisme. Les mecs, ils pensaient comme eux, et lui, il se dit, le problème, en fait, c'est le néolibéralisme, le problème, c'est d'avoir fait du crédit. Enfin, les mecs, pour le coup, lui, il dit que le marxisme, ça marche pas, c'est prouvé dans l'histoire, mais lui, ce qu'il pense, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire, et c'est la cession de ce qui se passe entre la Première Guerre mondiale et qui amène à Hitler. Hein. À un certain degré, je pense que ça a pu creuser l'endettement qui a frappé la population pendant la crise, et ainsi contribuer à l'intensifier. Mais ce n'est pas une cause sous-jacente. C'est un facteur contextuel qui n'a fait qu'aggraver légèrement la situation. Mais l'idée selon laquelle le faible niveau des salaires a contribué à la crise gagne du terrain dans des sphères auxquelles on ne s'attendrait pas. Je me trouvais exactement ici. L'idée que les petits niveaux de salaire ont contribué à la crise, mais c'est évident, putain, il n'y a pas besoin d'être marxiste en fait pour penser ça. Ça devait être le week-end avant que Lehman fasse faillite. D'habitude, c'est un peu bruyant, mais là, on aurait pu entendre une mouche voler. Il régnait un silence de mort. On pouvait presque sentir que le système financier mondial était gelé. C'était une pensée plutôt effrayante. Ça m'a rappelé beaucoup de choses que j'avais lues et étudiées dans ma jeunesse, à l'époque où je lisais Marx pour le plaisir. J'ai posté un article sur le site d'une agence de presse qui a été le plus commenté pendant plusieurs semaines. Mais il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas qu'une idée socialiste ou marxiste puisse être prise au sérieux par le grand public. J'ai reçu beaucoup de lettres d'insultes venant des États-Unis. On m'accusait d'être un clone d'Obama. Donc, c'est vrai que les ricains ils pensent qu'Obama il est marxiste. Vous avez vu la vidéo là où il y a Trump qui dit que Biden il avait fait rentrer, il avait fait passer du socialisme au marxisme les États-Unis là actuellement. Les Américains c'est vraiment des putains de décérébrés capitalistes, c'est l'enfer. Je pense que beaucoup de ces réactions négatives venaient de gens qui avaient déjà une idéologie bien tranchée. Mais les défenseurs de Marx ne sont pas forcément prêts à le suivre jusqu'au bout. C'est un délire, en France on a Valeurs Actuelles qui a peur de Manuel Bompard, bon c'est déjà quelque chose, moi ça sort nulle part quoi, mais alors eux ils ont peur d'Obama quoi. À mon avis, personne ne croit sérieusement que tout cela est dû à la dictature du prolétariat. Je pense que Marx nous a permis de bien cerner le problème. Mais la dictature du prolétariat, c'est un terme souvent que les droitards ne comprennent pas. La dictature du prolétariat, c'est pas... en fait, maintenant, aujourd'hui, on associe ça à un truc sanguinaire, à la dictature, mais à l'époque de Marx, c'est pas ça. Ça a un rapport avec
avec l'aspect, quand on disait dictature pour les Romains, en gros, c'était un mec qui, dans une phase de crise, arrivait, on lui donnait les pleins pouvoirs, et puis il essayait de gérer la phase de crise. Et il y a ce côté-là, c'est-à-dire, pour Marx, l'état bourgeois des choses, c'est la dictature de la bourgeoisie, et la dictature du prolétariat, c'est une phase où il y a encore la bourgeoisie dans la société, mais où le prolétariat prend les rênes, et en gros, essaie d'avoir une politique pour faire advenir le socialisme puis le communisme, quoi. Mais c'est pas un truc qui est forcément sanguinaire, quoi. Mais étant donné l'environnement dans lequel nous nous trouvons, nous devons trouver d'autres solutions. Mais Marx est catégorique. La crise est inéluctable. Si les capitalistes ne cherchent pas le profit avant tout, ils feront faillite. Alors pourquoi choisirait-il de donner aux travailleurs une plus grosse part du gâteau ? Marx dirait qu'il faut trouver des moyens de sortir de la crise qui vont au-delà du rétablissement de la puissance de la classe capitaliste. Et c'est là que la révolution entre en jeu. Le fait que BFM Business se soit dit ouais, on va débunker Marx, c'est incroyable. Mais qui se révolte contre qui, au juste ? Pour Marx, le monde était divisé entre les prolétaires et les capitalistes. Mais aujourd'hui, cette distinction est loin d'être aussi nette. Certains patrons travaillent à leur compte, et certains travailleurs détiennent des parts de leur entreprise. Dans la société moderne, qu'il s'agisse des téléphones portables ou des plans de retraite, nous avons bien trop d'intérêt en jeu dans le système pour envisager une révolution armée. Si le capitalisme survit, c'est parce que... Là, il touche un point qui n'est pas forcément faux, c'est-à-dire que les gars qui s'imaginent qu'il va y avoir une révolution quand on est dans des phases ascendantes du capitalisme et puis que tout le monde en profite, c'est vrai que tout le monde a trop à y perdre en fait. Quand t'as 3 enfants, qu'au final ça se passe bien, même si on commence à te sucrer une année de retraite, mais qu'au final t'arrives à vivre, t'arrives à partir aux vacances au ski et que tes gamins ils ont de quoi manger, il y a peu de chances d'avoir une révolution. Aujourd'hui, par contre, ça fait 30 ans qu'on tire sur tous les acquis sociaux et tout, c'est de pire en pire, et je pense qu'on rentre dans une phase qui est peut-être pas révolutionnaire, mais qui est peut-être pré-révolutionnaire, quoi. C'est-à-dire que les gens commencent à en avoir gros, il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à se chauffer, donc vraiment des besoins élémentaires qui sont pas là, et donc du coup, là, ils ont plus rien à perdre, et ils peuvent sortir. On avait vu ça lors des Gilets jaunes, il y avait des gens qui avaient rien à perdre, quoi. Que fondamentalement ça fonctionne. C'est un vecteur de progrès qui pousse les gens à avancer. Il fait appel à un sentiment naturel, l'envie d'évoluer, d'essayer d'agir pour offrir un meilleur futur à nos enfants. Le capitalisme profite à bien plus de gens qu'il ne nuit à d'autres. C'est ça la raison de sa longévité. Mais le capitalisme profite à bien plus de gens qu'il nuit à d'autres, ça dépend des pays, ça dépend des couches de la société. Est-il des déçus du capitalisme ? Qu'est-ce que Karl Marx aurait à leur proposer ? Étonnamment, malgré toutes ses critiques sur ce système, il ne fournit aucune piste pour une autre solution plus juste. Vers la fin de sa vie, Marx semble apprécier les choses comme elles sont. Lui qui a toujours été pauvre, en 1856, il a assez d'argent pour s'installer dans les faubourgs de Londres. Le jeune Trublion semble leur faire partie de l'establishment. Il passait des journées à se promener dans le parc d'Hampstead Heath, à écrire des lettres, à lire le Times, à s'occuper de ses finances, à s'inquiéter de ses filles et du prix de leurs leçons de piano. Ils en font un bourgeois à bas de la FDP. À bien des égards, on peut dire que Marx menait une vraie vie de bourgeois. Marx ne voulait pas précipiter la révolution. Pour comprendre pourquoi, penchons-nous sur sa vision de l'histoire. Mais Marx, il n'avait pas les moyens de précipiter la révolution, c'est pas l'histoire, Marx. Toutes les grandes entreprises de l'humanité, depuis la préhistoire, aux sociétés esclavagistes de la Rome et de la Grèce antique, jusqu'au féodalisme des rois et des seigneurs, ont été remplacés les uns après les autres par notre système capitaliste de patrons et de travailleurs. Incroyablement injuste, mais également incroyablement productif. Les phrases qui commencent par toutes les sociétés, depuis la nuit des temps, et plus la merde. Pour Marx, ce n'est qu'une fois que nous aurons tiré le maximum du capitalisme que nous pourrons nous permettre de faire la révolution. Comme il le dit, la dernière heure de la propriété privée capitaliste a sonné. Les expropriateurs sont expropriés à leur tour pour être remplacés par... plus ou moins rien. Marx ne propose aucune autre solution. Plutôt fâcheux. Aïe. Pas rien. Marx, il est pour rien. Il n'est pas communiste, il est pour rien, Marx. Il est pour rien. Il est pour remplacer le capitalisme par rien. Marx
Marx n'était pas du genre à donner un guide en 5 étapes intitulé « Comment passer du capitalisme au communisme » avec des instructions sur la façon de procéder. C'est à nous de trouver. Lui est juste là pour nous permettre d'élargir nos horizons. Y a-t-il une autre option que le capitalisme? Aucune idée. Évidemment, tout est possible. Le silence éternel, la famine, la fin du monde. Mais une solution concrète, je ne sais pas. Il n'y a rien qui me vienne à l'esprit et je ne vois pas l'intérêt. C'est comme se demander s'il y a une alternative au temps qu'il fait. Mais évidemment, mec, une alternative au temps qu'il fait. On voit qu'il naturalise le système de production capitaliste. Pour lui, c'est la nature humaine, en fait. C'est comme Astronogeek. Au fond, c'est la nature humaine, tout ça. C'est du darwinisme social. Le mec, il est professeur, je sais pas, à une université, il doit habiter à Londres. Évidemment qu'il voit pas d'au-delà du capitalisme. Enfin, c'est évident, et pourtant, déjà dans l'histoire, il y a eu quand même des systèmes beaucoup plus socialisés. Même comme dit Friot, il y a déjà un déjà-là, c'est-à-dire qu'il y a déjà des formes qui s'éloignent du capitalisme à l'intérieur même du capitalisme, parce qu'il y a des contradictions. Et je vois pas en quoi c'est impossible de penser qu'un jour puisse y avoir un système comme on a pour la santé. Par exemple, on pourrait avoir la même chose au niveau de l'alimentation ou des trucs du genre, et je vois pas en quoi c'est impossible, quoi, et inimaginable en plus. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir une propriété privée des habitations? Pourquoi on est obligé d'avoir une propriété privée de mecs qui te vendent de la bouffe ou des choses comme ça et qui se fait un profit dessus? C'est pas du tout évident, enfin. Le système, il a 400 ans, le gars, il est incapable de voir autre chose, quoi. Je pense que s'il avait vécu 10 ans de plus et qu'il avait explicité sa vision d'une république socialiste, il aurait épargné au monde pas mal de tracas. Marx, s'il avait vécu plus longtemps, il n'aurait pas expliqué sa vision du monde d'une république communiste. Enfin, je pense pas que c'était son but. Son but, c'était déjà de décrire. Il a même pas fini le Capital réellement. Enfin, il y a Engels qui a dû repasser après lui et tout pour regrouper les textes. Donc son but, c'était déjà d'essayer de décrire, d'essayer de montrer les dynamiques en jeu. C'était pas de dire il faut faire ça, quoi. Aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus facile pour nous d'imaginer un après parce qu'on n'est pas au milieu du 19e siècle, quoi. Sans aucune piste de sa part, nous savons tous ce qu'il s'est passé. Il n'y a pas eu de révolution dans le riche pays développé comme Marx l'avait prédit. Marx, en fin de vie, il apprend le russe justement parce qu'il dit que, en fait, il pense que c'est peut-être plutôt à l'est que ça va se passer, dans des pays moins riches. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont attendu la révolution en Allemagne qui se sera jamais passée au final. Et dans les pays du tiers-monde, il y a eu enfin du tiers-monde, peut-être pas du tiers-monde pour la Russie, mais voilà, dans les pays un peu plus pauvres et tout, il y a eu des révolutions aussi parce qu'il y a eu un mariage de combat des fois contre le colonialisme et l'impérialisme des grandes puissances occidentales. Donc il y a eu un peu ce truc-là avec le combat à la fois pour le socialisme et à la fois aussi pour sortir de l'impérialisme, quoi, pour sortir de la domination impériale. Par exemple la Chine, quoi. Mais dans l'une des nations les plus pauvres du monde. Certes, la Russie soviétique dépasse de loin le marxisme, mais il s'agit néanmoins d'une tentative pour essayer quelque chose d'autre. Et nombreux sont ceux qui ont tiré une leçon de cet échec. On est d'accord, c'est le meilleur hymne de tous les temps. À vrai dire, il y a différentes formes de capitalisme. Certains ont une démocratie un peu plus sociale, d'autres sont plus proches du laisser-faire, et il existe un continuum entre eux. Mais face à la grande question, vous préférez un système communiste ou capitaliste? Les avis sont plus ou moins unanimes. Mais ça dépend où tu te places, espèce de nigo. Évidemment, mec, tu gagnes 10K par mois à Londres. Évidemment que si tu demandes à tes entourages, il va te dire ah bah le capitalisme c'est quand même bien parce que c'est pour le mérite c'est mieux. Si tu demandes ça à un gamin de 12 ans africain qui est dans une mine de diamants, il te dira peut-être pas la même chose. Et même si tu demandes ça à un SDF en France ou un, je sais pas, même un prolo français, si tu lui dis ouais est-ce que ce serait mieux avec une politique plus sociale, je suis pas sûr qu'ils disent la même chose. Il y a des versions plus humaines du capitalisme et d'autres plus barbares. Mais je ne pense pas qu'il existe d'alternative systématique au capitalisme. Y en aura-t-il un jour? Oui, je pense. Après tout, rien n'est éternel. Absolument rien. Mec, tu parles devant une bibliothèque, évidemment qu'il n'y a pas d'alternative. Et le capitalisme ne fait pas exception à la règle. Mais tous ceux qui cherchent une solution plus juste que le capitalisme savent qu'ils ne peuvent pas répéter ce qui s'est passé à l'est du mur de Berlin. Dictature, oppression politique et des millions de vies brisées. C'est marrant parce qu'il parle de ce qui s'est passé à l'est du mur de Berlin, donc comme conséquence du marxisme, tout ça, mais il pas du nazisme comme conséquence, par exemple, du libéralisme du début du XXe siècle. Ça, ils en parlent pas. C'est quand même un peu biaisé, je trouve. 100 de milliards de morts. 1945 à 1989,
C'était le principal centre de détention provisoire des prisonniers politiques de l'Allemagne de l'Est communiste. Mais pourquoi ce truc est biaisé à fond? Il t'emmène dans un centre de détention provisoire de l'Allemagne de l'Est. Mais oui, mais tu les emmènes à Guantanamo et tu dis ah bah le capitalisme est voué à l'échec parce que regardez Guantanamo, il y a de la torture dedans, enfin c'est facile. Aujourd'hui, c'est un mémorial. 100 trilliards. Des endroits comme celui-ci expliquent peut-être pourquoi même les plus féroces critiques du capitalisme envisagent rarement de le remplacer sérieusement. J'en peux plus, je sais plus quoi dire, je vais arrêter de commenter et je vais casser mon micro. Bah non, pas During, tu sais bien qu'Hitler était socialiste vu que dans national-socialiste, il y a socialiste. C'est la même chose chez tous les protestataires européens. Je suis allé en Espagne et en Grèce en posant toujours la même question. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai entendu aucune proposition concrète. Seulement des réponses purement morales du genre « L'argent devrait servir le peuple et pas l'inverse ». Ma foi, je suis sûr que même Hitler et tous les autres auraient été d'accord avec ça. Pourquoi Zizek il feed le truc en mode BFM Business là? Il avait peut-être pas demandé aux bonnes personnes aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est un gros problème ça chez les communistes aussi. À la fois, il n'y a pas besoin d'avoir un truc hyper prospectif où on sait, hop, en 3 points, comment on fait quoi. Mais à la fois, les mecs qui te disent qu'est-ce que tu veux à la place du capitalisme et qui répondent ah bah je sais pas, c'est pas à moi de le dire, machin et tout. Enfin, c'est vrai que c'est un truc qui arrive à gauche et c'est assez insupportable, je trouve. On est là aussi pour proposer quelque chose. On ne fait pas de la critique pour faire de la critique, c'est de la branlette. On aurait pu penser qu'avec l'implosion du secteur bancaire au cœur des systèmes capitalistes américains, britanniques et autres, il y aurait eu un énorme regain d'intérêt pour le marxisme et l'extrême gauche. Eh bien, pas vraiment. Je trouve pas qu'il y a un regain d'intérêt pour le marxisme et l'extrême gauche depuis le début des années 2000 là. Moi je pense qu'il n'y a aucun intellectuel de gauche intéressant, je sais pas, entre les années 80 et les années 2000. Il y a encore ceux de la French Theory mais qui sont arrivés avant en fait et qui sont sur la fin quoi. Mais il n'y en a pas de nouveaux vraiment. C'est quoi, vous allez me dire que BHL c'est intéressant? Vous allez me dire que Onfray c'est intéressant, c'est ça? Non, et du coup par contre à partir des années 2005, 2010 et tout, là on commence à quand même avoir un renouveau de gens. Même on parlait de Friot Lordon tout à l'heure, voilà, il y a des gens quand même intéressants qui proposent des choses et c'est parce que le capitalisme est en crise tout ça. Et ça met du temps. Ça n'est pas 2 jours. C'est assez surprenant, mais pas pour me déplaire. Mais si le souvenir de cet endroit finit par s'estomper, pourra-t-on envisager un autre système que le capitalisme? Non mais il y a rien qui va, il nous montre une prison de la RDA, mais c'est le truc, c'est un documentaire sur Marx, il te montre une prison de la RDA les mecs. Est-ce qu'un documentaire sur Adam Smith on montre Guantanamo? Enfin, Sera-t-on jamais capable d'oublier la leçon de ce qui s'est passé ici? Si on supprime le libre marché, les gens n'auront plus la possibilité d'échanger librement avec les autres, d'acquérir les produits dont ils ont envie et de sacrifier ceux qui leur plaisent le moins. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens pourraient plus acheter, ou avoir de la farine ou un truc comme ça? Pourquoi est-ce que pourrait pas y avoir des décisions aussi un peu démocratiques, savoir quel type de produit on va produire, une planification des choses, produire assez de trucs différents pour que les gens puissent avoir le choix et tout? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Pourquoi est-ce qu'il y a obligé d'avoir un type qui exploite des gens et qui a un profit derrière pour pouvoir choisir des choses? Enfin, c'est pas... soit il n'y a qu'une seule nourriture, du pain sec, soit il y a le capitalisme. Enfin... On les prive de la possibilité de s'enrichir et d'améliorer leur vie. Ça fait partie de la nature humaine. Pour Adam... La nature humaine, voilà, la nature humaine. La nature humaine, c'est s'enrichir. Il parle toujours de s'enrichir, mais il dit jamais que dans s'enrichir, il y a aussi le fait d'appauvrir des autres. C'est ça, s'enrichir. Si tu exploites quelqu'un en lui prenant une part de son travail, ça veut dire que tu lui enlèves une part de son travail. Smith, le désir d'améliorer sa propre condition est un principe fondamental. En leur refusant cette opportunité, on va à l'encontre de la nature humaine. On les force à se comporter différemment de la façon dont ils auraient spontanément agi. Non mais vous imaginez quoi, le mec, le capitaliste, ça a 3 siècles, ça y est, c'est la nature humaine quoi. Le gars, il est anthropologue maintenant. Chercher une autre option que le capitalisme revient à dire que le capitalisme est un système et pas une réalité. C'est penser que la nature humaine peut être changée. C'est ni plus ni moins de l'utopisme. Et le problème avec les utopies, c'est que le seul moyen de s'en approcher, c'est dans le sang. Mais elles ne se réalisent jamais. J'en peux plus, mais je savais que ça finirait comme ça, je l'avais pas revu le truc, ça finit en gros, c'est le capitalisme, c'est la nature humaine.
Et il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'alternative, c'est ça. Ou Pol Pot. C'est votre choix, vous avez le choix entre la nature humaine, le capitalisme ou Pol Pot. C'est le seul choix valable. J'ai un slogan quand nous, gauchistes, sommes accusés d'être des utopistes. La seule véritable utopie, c'est penser qu'avec quelques changements superficiels, les choses peuvent rester telles qu'elles sont ad vitam aeternam. Karl Marx, c'était en 1883. La gueule du mec avec les lunettes, là. Karl Marx, Mais comment vous voulez qu'on gagne avec ces dégaines-là, là? Comment vous voulez qu'on gagne, sincèrement? c'était en 1883. Sur sa tombe, son collaborateur et ami de toujours, Friedrich Engels, déclare « Son nom et son œuvre vivront dans les siècles ». Son nom a vécu pendant la majeure partie du XXe siècle, souvent pour les mauvaises raisons. Son nom a vécu pendant la majeure partie du XXe siècle, souvent La gueule qu'il a, je sais avec sa chape-là. pour les mauvaises raisons. Cependant, nombreux sont ceux qui aujourd'hui pensent encore que le capitalisme n'est pas la seule option qui s'offre à nous. Mais évidemment, il y a... Marx a réuni des analyses économiques concrètes avec un certain espoir d'émancipation. Le message est toujours aussi beau. Peut-être que vous, les gens ordinaires, avez une chance. Franchement, je ne suis pas du genre à faire des éloges, mais si je devais rendre hommage à Marx, je le comparerais à son personnage préféré de la mythologie grecque, Prométhée, qui a fait cadeau du feu aux mortels. Comme lui, Marx a donné aux citoyens du monde entier le feu nécessaire J'ai rien compris, Marx a donné le feu aux citoyens, c'est ça? pour transformer leur vie à jamais. Mais qu'en est-il de ceux qui sont moins enclins à la révolution? Pour Marx, si le capitalisme ne fonctionne pas pour tout le monde, il ne fonctionne pas du tout. Mais à quel moment Marx dirait que le capitalisme ne fonctionne pas, alors que justement il dit que ça fonctionne mieux et que c'est plus efficient pour la société que la féodalité, et que c'est pour ça que ça la dépasse et que ça produit plus de choses. Il dit pas que ça fonctionne pas le capitalisme, il dit qu'il y a des contradictions internes qui le poussent à être fondamentalement instable. Il y a eu des changements significatifs en termes d'inégalité et de distribution des revenus qui nous poussent à nous interroger sur les bénéfices des développements de la production et de la prospérité que nous avons connus. On ne peut pas se permettre de penser que les bienfaits d'une économie de marché et la prospérité qu'elle engendre seraient possibles sans un engagement collectif pour le maintien du système. Et pour cela, les gens doivent croire qu'au bout du compte, tout le monde sera gagnant. On dirait que les mauvais côtés du capitalisme que l'on a pu voir au XIXe siècle sont en train de réapparaître au XXe et au XXIe siècle. Oh, comme c'est bizarre! Bien sûr, aujourd'hui, les conditions de santé sont bien meilleures et le niveau de vie beaucoup plus élevé. Ah, on s'attendait à mieux de Stiglitz. Bah oui, c'est meilleur dans les pays du Nord, encore une fois. Bon, majoritairement sur toute la planète, mais il y a quand même des pays où c'est pas top. C'est toujours compliqué, cette espèce d'eurocentrisme là, enfin d'occidentalocentrisme plutôt. Néanmoins, les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être et n'évoluent pas comme elles le devraient. Nous devons trouver un moyen de créer des emplois diversifiés avec des salaires raisonnables, sans pour autant aller à l'encontre des lois fondamentales de la concurrence. Vous imaginez comment vous mettez une chape comme ça de plomb quand vous vous dites vas-y, je vais essayer de trouver un système juste sans contredire les lois de la concurrence. Hein. C'est-à-dire que le mec, il pense tellement que c'est la nature humaine, il part du principe il faut de la concurrence entre les hommes, il faut que les gens se bouffent entre eux parce que sinon c'est impossible. À partir de là, c'est essayer de trouver un système juste. Mais comment vous voulez faire? Enfin, si vous vous retrouvez, vous êtes... Ah non, je veux dire vous êtes comme Keynes, mais non, Keynes il contredit un peu les lois de la concurrence quand il essaie de renflouer un peu avec l'État. Donc non, mais les mecs ils sont totalement teubés quoi. Ils partent du principe que l'homme est un loup pour l'homme et que tout le monde veut se bouffer, et après ils se disent bah comment on fait pour que les gens se bouffent pas quoi. Enfin. Karl Marx avait raison de dire que le capitalisme était intrinsèquement instable et souvent injuste. Keynes et Hayek l'ont compris eux aussi, mais Marx fut le premier. Et contrairement à eux, il ne pensait pas qu'il faille trouver un moyen de s'en accommoder. Selon lui, le capitalisme se remettrait des crises et se réinventerait.
Mais un nouveau système plus convaincant finirait par apparaître et le capitalisme s'effondrerait. Les théories de Marx sont pertinentes à bien des égards. Mais sur ce point, il semblerait qu'il se soit lourdement trompé. Les mecs, on croirait que l'histoire est finie. Il n'y a plus d'alternative, c'est la fin de l'histoire. Le capitalisme a gagné, Marx s'est trompé. C'est ça le truc. Putain, mais ils me font tellement, mais alors tellement penser à des gens qui seraient à la fin de la féodalité, quoi, avant la Révolution française, genre 100 ans avant, et qui se diraient non mais c'est impossible qu'il n'y ait plus de roi. C'est impossible, c'est la loi de la nature. Il y a Dieu, Dieu, il y a le roi. Le roi, c'est le droit divin. C'est quelqu'un qui est, c'est l'incarnation de Dieu sur terre presque. Donc c'est normal. Et puis il y a une hiérarchie. Et puis il y a les nobles. Les nobles, c'est le sang. Enfin, les nobles, c'est pas comme nous. Donc vous, vos histoires de démocratie, c'est impossible. Ça va à l'encontre de la nature humaine. Moi, je les imagine comme ça, quoi. On croirait des types qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative et que ce sera toujours comme ça.